Toujours, on est à propos d'un mémoire. Hein. Alors, on en a parlé à propos de mémoire ou bien d'un mémoire professionnel. Là, on a cité, bien sûr, rapport de stage. Quand on est obligé de préparer un mémoire professionnel, ça veut dire vous êtes, on va dire, dans votre travail, hein, toujours le domaine professionnel, et vous aimeriez bien améliorer, je pense, on va dire les compétences, à chercher d'autres connaissances. On va s'adresser bien sûr à une, comment dirais-je, institution hein, qui est différente de notre constitution, soit à l'étranger ou bien à l'échelle nationale, pour effectuer des stages. Et le but, on l'a dit, c'est d'avoir des connaissances en plus et des compétences, le savoir-faire, l'expérience, tout ça, c'est très important. À ce moment-là, on doit rédiger un rapport de stage. C'est pour ça qu'on dit proche du rapport des stages. Okay? À propos d'une situation professionnelle, je vais améliorer mon bagage de connaissances et compétences, bien sûr, en rapport avec situation professionnelle par rapport à ma profession. Okay? Et on a dit, on a passé par le rapport de stage. C'est quoi un rapport de stage? Et maintenant, les différents types de rapports de stage. Alors, on est rentré un petit peu euh, rapport de stage que vous avez, je pense que vous avez vu déjà, soit en première année ou bien deuxième année TEC. Rapport de stage, il me semble, deuxième année TEC. OK? Alors, là, juste un rappel. On distingue principalement deux types de rapports de stage qui ne répondent pas aux mêmes enjeux ni aux mêmes exigences. Alors, ils sont totalement différents vis-à-vis des enjeux et des exigences. On va voir. Le premier rapport, c'est un rapport de stage élémentaire. Il est élémentaire vu sa simplicité. Okay? C'est un simple compte rendu personnel de type descriptif et narratif. On va décrire et raconter. Okay? Il raconte la découverte d'un milieu professionnel. On en a parlé, on a dit qu'un rapport de stage nécessite de faire un déplacement dans une autre institution, un autre établissement, une autre université, si vous êtes professeur par exemple ou enseignant, et un autre laboratoire, si vous êtes dans un laboratoire de recherche, alors vous exercez une profession de recherche, vous voulez améliorer ou bien contacter d'autres chercheurs dans le même domaine, on demande un stage et on va faire, bien sûr, une partie de recherche dans un autre établissement. Ça nous donne l'occasion de rencontrer d'autres chercheurs. Bien sûr, on va enrichir notre bagage de connaissances parce qu'il y aura un échange d'informations et de connaissances entre, bien sûr, l'ensemble des chercheurs. Et si vous effectuez un essai ou bien un petit travail au niveau de cet établissement, c'est un plus pour vous. Hein, en termes de connaissances, compétences, savoir-faire et tout. Okay? Alors, dans ce cas-là, élémentaire, quand il s'agit d'un rapport stage élémentaire, il suffit de faire une petite description et de raconter la découverte hein, d'un milieu. Vous allez raconter ce que vous avez découvert, bien sûr, euh, dans cet établissement ou bien institution. Il s'agit pour l'étudiant de décrire. On va orienter, soi-disant, la définition hein, et on va rapprocher de l'étudiant lui-même. Les différentes missions, alors de temps en temps, je m'excuse parce que je dois accepter des gens. Il me semble que quand j'entends un clic, il y a des gens qui demandent. Je ne sais pas pourquoi, normalement, ça nécessite pas de demander la participation, puisque vous avez tous, je pense, des comptes Gmail. Et continue. Les différentes missions effectuées, ces différentes tâches quotidiennes. Alors, vous allez décrire les différentes missions
effectuées et les différentes tâches quotidiennes que vous avez aussi effectuées, les différents postes que vous avez occupés. Là, vous allez décrire, sous forme d'une description bien sûr, les missions et les tâches et les postes occupés. Le milieu lui-même professionnel, d'accueil, là où vous êtes déplacé, mais non pas le milieu professionnel, là où vous travaillez. Alors, un stage, on a dit, il faut mettre en tête, dès que vous entendez un stage, ça veut dire qu'il y aura un déplacement vers un autre établissement, institution, université, soit à l'échelle nationale ou bien internationale. On peut se déplacer même au niveau international. Alors, une description de tout ça, le milieu, les différentes missions, les différentes tâches et les différents postes occupés. L'expérience acquise. Alors, vous allez donner un petit paragraphe sur les connaissances acquises. Alors, les connaissances que vous avez acquises dans cet établissement d'accueil. Et quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées. Tout ça sous forme d'un rapport de stage élémentaire. Maintenant, un autre rapport de stage qu'on peut appeler mémoire de stage, c'est le deuxième type, qui sera différent d'un rapport de stage élémentaire. Alors, il se construit autour d'une problématique spécifique rencontrée dans le cadre d'une mission définie au sein de la structure d'accueil. Toujours le stage, on a dit, il y aura un déplacement. Alors, vous voyez ici une structure d'accueil. Vous allez se déplacer et effectuer, bien sûr, ou bien, si vous avez des essais ou autres, assister à des expériences, une formation, tout dépend de ce que vous allez faire, bien sûr, au cours de ce stage, ou bien au long de ce stage, les journées de stage lui-même, au niveau de la structure d'accueil. S'il y a une problématique spécifique. Quand on entend le mot problématique, ça veut dire qu'il y a un problème, on doit le résoudre. On doit analyser, on doit expliquer pour arriver à des solutions. Alors, deuxième point, elle est davantage analytique, explicatif et vise à apporter des préconisations, des suggestions, des propositions sous forme de solutions, bien sûr, et d'en étudier les apports. Parce que tout ce qui est, bien sûr, propositions et solutions et les apports entre elles et, bien sûr, à la fin, on doit arriver à une solution adéquate à ce problème-là. Alors, il ressemble à un mémoire de recherche, puisqu'il y a une problématique. Il y a un problème, on doit expliquer et chercher les causes du problème pour arriver à donner la solution. C'est ça le but. Alors, vous voyez, il est un peu différent. Ça sera sur plutôt un rapport qui n'est pas, c'est un rapport qui est un peu compliqué par rapport à un rapport élémentaire qui est très simple. Ce que l'on attend de la personne qui va effectuer ce type de stage. L'étudiant doit, suite à une immersion dans le milieu professionnel, alors vous allez soi-disant être, on va dire, dans le bain, et une observation approfondie, résoudre un problème identifié dans l'entreprise. Alors, soi-disant, c'est ce que j'ai expliqué, la problématique, on cherche la cause pour arriver à résoudre, bien sûr, le problème. Il s'agit de quoi? On va chercher toutes parce que si on ne peut pas résoudre si on ne connaît pas les causes. Son analyse doit aboutir à la proposition de préconisations pratiques, empiriques, dont il devra en dresser le bilan. Toujours le bilan est nécessaire dans un rapport de stage, n'importe quel rapport, soit élémentaire ou bien
mémoire de stage, on doit dresser à la fin le bilan. Après, il y aura signature de la personne, bien sûr, qui a supervisé notre stage. Je vais vous résumer comment ça se passe. Je veux effectuer un stage au niveau d'une institution, bien un établissement quelconque, bien une université. Je prends l'exemple d'un étudiant, doctorat par exemple. S'il veut compléter son travail de recherche par des essais qu'il ne possède pas dans son établissement, il va demander un stage dans ce sens pour pouvoir arriver à faire, bien sûr, ceci et cela, en termes d'essais. Il lui faut une lettre d'accueil. La lettre d'accueil sera, bien sûr, signée de la part d'un professeur, bien un enseignant superviseur, qui va jouer le rôle d'encadreur dans l'autre institution, hein, là où vous allez bien sûr effectuer ce stage-là. Quand vous allez terminer votre travail, vous allez rédiger votre rapport de stage. À ce moment-là, on peut l'appeler mémoire de stage parce que vous avez effectué le stage dans le cadre ou bien pour résoudre une problématique bien déterminée. Le superviseur doit signer ce bilan-là. Vous allez effectuer tout un bilan et il doit être signé. En retour, quand vous allez bien sûr revenir, vous devez déposer ce rapport de stage. Alors, il faut savoir comment rédiger un rapport de stage. Définition du projet de stage, parce qu'ici, on a hein, qu'est-ce qu'on a dit? L'étudiant doit, suite à une immersion dans le milieu professionnel et une observation approfondie, résoudre un problème identifié dans l'entreprise. Son analyse doit aboutir à la proposition ou bien de préconisation pratique. Empirique, dont il devra en dresser le bilan. Bon, juste avant, je pense qu'on a cité le mot projet de recherche. Hein, c'est pour ça qu'on doit définir le projet de recherche. Dans le cadre du mémoire de stage, il convient au préalable de définir un projet de stage. Alors, mémoire de stage se base sur un petit projet de stage. Là, le projet de stage, il s'agit de quoi? C'est la problématique. Le projet. Je vais effectuer un projet qui sera intitulé d'un thème bien déterminé. Avec le thème, c'est la problématique. Par exemple, étude d'un comportement d'un sol, étude du comportement d'un sol vis-à-vis, on va dire, cisaillement, vis-à-vis les sollicitations de cisaillement. Je peux faire une partie, bien sûr, dans notre entreprise ou bien université, mais peut-être que un essai parmi des essais de cisaillement qui ne sont pas disponibles. Si je fais un essai direct, cisaillement direct à la boîte, exemple, je peux compléter par un essai de cisaillement triaxial. Des fois, si vous voulez déterminer le comportement à long terme, il vous faut un essai de cisaillement triaxial cyclique. Et le cyclique, vu son complexité en termes d'essai lui-même, on ne le trouve pas dans toutes les universités. À ce moment-là, si je veux évaluer le comportement de mon matériau à long terme, je dois faire cet essai. Alors, il est très nécessaire, il est très important. À ce moment-là, je demande un stage. Et ça va rentrer dans le projet de stage. Le projet de stage, c'est le thème que vous allez traiter et précisément quel type d'essai pour justifier, parce qu'on doit justifier notre projet de stage. Sinon, on risque de ne pas accorder un avis favorable. Essai triaxial cyclique est très important. Alors, et il n'est pas disponible dans notre université ou bien peut-être dans notre pays, ça demande bien sûr un stage à l'étranger, une justification. Et ça va être bien sûr la demande de stage sous forme d'un petit projet de stage passe bien sûr dans un comité scientifique
Ils vont discuter à propos de ce projet. Après, on vous donnera soit l'avis favorable si vous avez bien justifié, ou bien défavorable. Là où le terme projet de stage. Alors, le projet de stage est l'objet d'étude. Je vous ai dit, c'est votre thème de l'étudiant au cours de son expérience dans l'entreprise ou bien sur chantier. D'ailleurs, je vous ai donné un exemple là où vous allez partir, bien sûr, dans une université pour effectuer des essais dans un laboratoire. Ça peut être sur chantier, ça va dépendre de votre projet de stage. Si c'est par exemple une observation d'un glissement de terrain, ça nécessite de sortir et prendre des observations sur terrain. Ça nécessite des essais in situ. C'est des dispositifs que vous allez bien sûr mettre dans le sol pour observer, au fur et à mesure, avec le temps bien sûr, observer le phénomène de glissement. Alors, ça sera purement sur terrain. Ça peut être dans un laboratoire ou bien dans une entreprise. Le choix du projet de stage dépend d'une réflexion sur un domaine de travail général. C'est clair, c'est par rapport à un domaine de travail. C'est par rapport à votre spécialité. Le stagiaire devra alors proposer un angle d'analyse plus précis. C'est comme dans l'exemple que je viens de vous donner, l'angle d'analyse le plus précis, c'est l'essai réaxial à charge répétée. On voit exactement le point le plus précis de votre projet de stage. On ne possède pas ce type d'essai, on doit le faire. Pourquoi? Pour étudier le comportement de notre sol à long terme. Triaxial à charge répétée. C'est chargement-déchargement. À long terme. Il faut préciser exactement le point et ce qu'on appelle proposer un angle d'analyse plus précis de l'observation d'un besoin dans l'entreprise ou bien sur chantier. Et elle dépend, ce projet de recherche, de l'observation d'un besoin. C'est par besoin. Si on n'a pas besoin de faire ce stage, on ne va pas déclencher ce projet de stage. C'est clair. De la constatation de lacunes, difficultés, dysfonctionnements au sein de l'entreprise. Ok? Si vous avez des lacunes, des manques, des carences, des difficultés, ce projet de recherche, ça concerne bien sûr la constitution, bien l'entreprise originale. Vous devez justifier comme quoi dans mon établissement, bien mon université, je trouve ces lacunes, ces difficultés, je ne peux pas faire ceci, cela, alors je vais demander un stage pour effectuer un projet ou bien qui rentre dans le projet de stage. Les compétences nécessaires à la réussite du mémoire. C'est pas n'importe qui va réussir son stage. C'est pas n'importe qui va rédiger un rapport de stage convenablement. Pour qu'on puisse rédiger, d'abord, on va effectuer ce stage-là. Qu'est-ce qu'on a acquis comme nouvelles connaissances, comme compétences? Des fois, ça nécessite même de mentionner toutes les difficultés rencontrées dans l'établissement d'accueil et autres. Alors, la personne elle-même qui va demander le stage, eh bien, qui va effectuer ce projet de stage, nécessite d'avoir des compétences telles que, deux points, le mémoire, bien sûr, d'ailleurs on va expliquer, puisque le mémoire est un exercice exigeant qui implique capacité d'organisation. Alors vous avez, ça nécessite l'organisation, pilotage de projet, savoir faire des synthèses et des analyses et gestion d'informations et de connaissances. Alors, vous allez utiliser tout un bagage de connaissances et d'informations dans votre stage. L'étudiant sera évalué sur sa capacité à mobiliser
Une palette de compétences selon le schéma suivant. Une palette de compétences. Alors, on va juger les compétences de la personne qui a demandé le stage. Est-ce qu'elle est capable de piloter son projet? Alors, elle sera évaluée sur sa capacité à mener à bien un travail de recherche personnelle. Vous voyez la liaison entre, je l'ai dit au départ, que le mémoire de stage ressemble à un mémoire de recherche. Alors, pour pouvoir préparer un mémoire de stage, la première compétence exigée dans la personne, ou bien là ils ont pris l'exemple d'étudiant, c'est de savoir mener à bien un travail de recherche. Alors, il faut maîtriser un travail de recherche. Qui dit travail de recherche, on va revenir un petit peu en arrière, dit la recherche documentaire, qui sera complétée par une partie expérimentale, alors l'empirique. Vous voyez la combinaison entre les deux, ça vous donne le mémoire de recherche dont on a discuté déjà, que j'ai expliqué déjà avant. Il y a une petite liaison entre les deux. Alors, on vous dit qu'il sera évalué sur sa capacité à mener à bien un travail de recherche personnelle mêlant différents aspects et acteurs du monde professionnel. C'est clair, toujours dans le domaine professionnel, la capacité à faire progresser le champ des savoirs. Normalement, quel problème. Il sera évalué sur, bien sûr, l'étendue de ses connaissances. Madame, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame, باش نسمعوا فيك. Ça c'est coupé. Hein? Non, le micro, il y avait un problème. Si, ما كانوش يسمعوك. Si, madame. Déjà, partage ما عندناش. Ah, là, mais là, il y a un petit problème sur Google Meet. Parce que moi, tout va bien. Je fais passer mes pages normalement et je vérifie le micro, tout va bien. Le son, bien sûr. Quand on parle, il y a le truc des ondes. Ça donne des ondes dans le... S'il y avait un problème, je ne sais pas. Et maintenant, vous entendez bien? Partage ma cage. ما كاش partage, oui. Il faut le dire. هذا وين ولا ça fait longtemps وانا نهضر وحدي. À peu près 2 minutes. Ça fait pas longtemps. كيما كملتي البروجي دو ستاج كنتي دينا ديفينيسيون تاع بروجي دو ستاج ابخي لا ديفينيسيون تاعو ما سمعناكش. بطيتو باش هضرتو على بالكم. La définition de rapport de stage. Puis le rapport, le projet.
projet de stage. Non, madame, حبسنا في الطابلو فار هذا. Capacité à piloter un projet. La capacité, très bien. Mais là, ça va. Capacité à piloter un projet de stage, très bien. Je vais voir. Maintenant, vous, je vais vérifier. ما كاينش بارطاج مدام. Attends, je vais encore partager une autre fois. Ouagda, ça va? Oui. Ça va pour tout le monde. Vous recevez le partage. Oui, Il y a madame. un problème. Alors, dès que vous remarquez que le partage est totalement absent, comme il faut me le dire tout de suite. Ma tkhalounish hatta avancer l'explication. Il faut me le dire, alors je vais encore partager. Alors que je n'ai rien fait, j'étais de toute façon. لو كان خرجت عاودت وليت نقول لكم il n'y avait pas de problème. معليش. Il faut me le dire de toute façon هكذايا pour vérifier à chaque fois. Et à chaque fois on doit partager une autre fois. هذا ما كان. Je m'attendais que quand je fais le partage, il me dit que vous avez déjà partagé. En fin de compte, non. C'est comme si je n'avais rien partagé avec vous. Sauf s'il y a un élément perturbateur parce qu'il y a des gens qui piratent le Google Meet qui veulent créer des problèmes. C'est à part. Bon, on continue s'il vous plaît. Capacité à piloter un projet. Il faut être capable de mener un projet. Ok. La capacité à faire progresser le champ des savoirs, ça veut dire qu'il faut être capable d'utiliser tout ce que vous avez, bien sûr, comme bagage de connaissances. On vous dit devra justifier de l'apport de son mémoire pour un champ disciplinaire, prouver que son travail de recherche a une valeur universitaire. En ce sens, le mémoire devra faire preuve de singularité, précision et d'innovation. Alors, je vais m'attarder beaucoup plus sur l'innovation parce que c'est très important. Si vous faites un travail de recherche et vous n'arrivez pas à quelque chose de nouveau ou bien à d'autres nouvelles connaissances, nouveaux résultats, ça ne sert à rien. Parce que c'est ces nouveaux résultats et ces nouvelles connaissances sur lesquelles on doit se baser pour arriver à l'innovation dans le domaine, bien sûr. Capacité à mobiliser des connaissances. C'est mobilisation des connaissances, bien du bagage de connaissances que vous avez déjà acquis au cursus de votre formation universitaire. Vous allez bien sûr utiliser tout ce bagage dans votre projet de recherche qui sera évalué sur l'étendue de ses connaissances et les capacités à passer du concept théorique à la pratique. Ça veut dire ils vont juger l'évaluation, plutôt ils vont juger la capacité de l'étudiant, bien de la personne, sa capacité à faire le lien entre le bagage théorique et la pratique. Comment je vais utiliser mes connaissances théoriques sur la pratique. Alors, vous allez se baser sur ce bagage pour pratiquer et trouver bien sûr des résultats. Il sera aussi évalué sur sa capacité à mettre en œuvre des outils d'analyse pour expliquer des situations empiriques. Alors, empirique, c'est l'expérimental. C'est comme l'histoire d'une norme. Une norme sous forme de bagage de connaissances théoriques, vous allez lire, appliquer dans la pratique. Et la pratique elle-même, vous allez faire l'expérience, bien sûr, vous donne d'autres connaissances nouvelles. Bien, des nouvelles connaissances sous forme de résultats. OK? Alors, les connaissances acquises sont très, très importantes. Alors, il faut toujours les garder à part. Vous n'allez pas dire c'est des connaissances théoriques qui sont inutiles. Au contraire, en se basant sur ces connaissances-là, préalablement acquises, que vous pouvez arriver à une innovation. Capacité à utiliser les ressources disponibles. Alors, capacité à manier l'ensemble des leviers à dispositif pour collecter d'informations. Ici, on sous-entend
la recherche documentaire, la collecte d'informations. Okay? Alors, ça nécessite des moteurs de recherche sur Internet, des outils numériques, des documents, consulter les différents documents des bibliothèques, tout ça, ça rentre dans les ressources disponibles, qui seront bien sûr disponibles. Il faut choisir des ressources qui seront disponibles pour que vous puissiez les consulter. Capacité à construire un cheminement intellectuel pertinent et cohérent. Alors, la pertinence et la cohérence, toujours dans un travail scientifique, elle est demandée. Il sera évalué sur sa capacité à définir un sujet. Si vous avez le thème de sujet, vous pouvez tirer votre problématique qui s'articule bien sûr autour de ce sujet-là et construire un plan, un plan bien sûr qui doit contenir toutes les questions qu'on peut bien sûr se poser à propos de la problématique. Et de là, on va tirer, bien on va chercher les solutions. Des fois, ça nécessite seulement un travail de recherche, comment dirais-je, sous forme de recherche bibliographique. Des fois, ça nécessite une partie complémentaire qui est l'expérimentation, pour arriver, bien sûr, à résoudre ces problèmes. Le problème qui est lui-même la problématique de votre sujet. Capacité à communiquer par l'écrit et l'oral. Une fois vous avez terminé votre travail de recherche, vous avez trouvé des résultats sous forme de nouvelles connaissances. Maintenant, je vais communiquer, je vais transmettre ce que j'ai trouvé comme résultat. Alors, il faut être capable de communiquer, soit par l'écrit ou bien à l'oral. Soit par l'écrit sous forme d'articles, publications scientifiques, ou bien à l'oral, c'est des présentations orales, sous forme de communication orale, lors des journées d'études, des conférences, des séminaires, des congrès. Je vais communiquer oralement et je m'adresse bien sûr au public cible du domaine, des chercheurs, il y a un jury, c'est des personnes bien sûr qualifiées dans le domaine, qui vont après créer un débat scientifique à propos du sujet. Ils vont me donner toutes les, comment dirais-je, tout ce qui est positif et négatif. Il y a par exemple, des remarques à propos d'un essai qui manque, à propos d'un résultat qui est peut-être à vérifier. Là, c'est un débat après scientifique à propos de sujet lui-même. Bien sûr, avant de créer ce débat scientifique, il faut être capable d'abord de communiquer oralement ce que vous avez trouvé comme résultat. Il s'agit d'une communication écrite. J'ai cité l'exemple d'un article ou bien publication scientifique. Vous devez bien sûr mettre ce que vous avez trouvé comme résultat dans un article, bien rédiger l'article qui sera destiné pour une publication scientifique. Bien sûr, avant d'être publié, elle doit passer par un comité de lecture. Comité de lecture composé ou bien constitué de différents chercheurs dans le monde entier. Quand je parle d'une publication scientifique, je vise directement une publication scientifique, bien sûr, à la hauteur, à l'échelle internationale. À ce moment-là, vous trouverez le comité de lecture qui se compose de plusieurs chercheurs de plusieurs pays. Votre article doit être anonyme, ça veut dire sans nom, sans établissement ni affiliation. Ils vont juger d'abord la quantité de travail et les résultats à l'intérieur. S'ils trouvent que le travail est à la hauteur et les résultats sont originaux, c'est un sujet original, on vous donne l'accord. Peut-être des fois avec quelques corrections, surtout vis-à-vis de la langue et le contenu. On vous donne l'accord pour une publication. À ce moment-là, vous avez pu communiquer vos résultats de recherche par une communication, bien sûr, écrite. C'est la publication. Ils ne vont pas vous voir et vous n'allez pas exposer oralement devant eux. Par contre, vous allez envoyer un article, communication par l'écrit. OK?
C'est très important. Mais maintenant, si on vous donne l'accord de publication scientifique, votre travail sera complété peut-être par d'autres essais, sera vérifié par d'autres chercheurs. À ce moment-là, l'innovation est là. Et peut-être vous aurez, il y a des chercheurs qui ont arrivé à la fin à un brevet. Hein, ils ont breveté leur travail de recherche. Je pense que à ce stade-là, bon, c'est la dernière page du chapitre 1 et on va directement enchaîner et on va entamer le chapitre 2 sans tarder, bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous êtes toujours avec moi et le partage est là pour que je puisse partager un autre document. Alors, si vous perdez le partage, il faut me le dire tout de suite. Il ne faut pas me laisser expliquer. Après, je ne peux pas revenir en arrière parce que c'est le temps qui passe et on est limité par le temps. Bon, j'arrête le... Là, c'est le chapitre 1. Vous aurez l'occasion, bien sûr, d'avoir un PDF détaillé. Hein. Des fois, le PDF est plus détaillé parce que dans la présentation, j'explique beaucoup plus. L'explication peut-être l'emporte par rapport à ce qui est dans la présentation, mais tout ce que j'explique n'est pas à 100% sur le polycope. Quand j'insiste sur un point, alors vous prenez note. Des fois, je rentre dans des détails, hein, j'enchaîne avec des détails qui ne se trouvent pas dans le polycope, bien le PDF. C'est pour ça qu'il faut prendre note de temps en temps, ok? Sinon, vous allez trouver la totalité de la présentation dans les fichiers PDF. Alors, je vais directement enchaîner avec le chapitre 1, la partie 1, bien la partie 1, on ne dit pas partie 1. Je partage. Voilà. On commence maintenant partie 1, chapitre 1. Tout ce qu'on a vu, c'est à propos d'un mémoire de fin d'études, les différents types de mémoire. Après, on est rentré dans projet de stage, c'est très important. Bien sûr, qui vient se tenir surtout le mémoire de recherche. Maintenant, on rentre dans la partie 1 qui est la méthodologie de la recherche documentaire. Et le chapitre 1 de partie 1, ça sera espace préparer sa recherche documentaire. Comment préparer une recherche documentaire? Alors, s'il vous plaît, il ne faut jamais sous-estimer la matière. Vous aurez besoin dans la partie, dans le deuxième semestre, partie 2 de votre master 2, deuxième semestre, pour pouvoir préparer vos masters de fin d'études. Surtout pour les gens qui vont faire des sujets de recherche. Maintenant, si c'est un sujet de calcul, quelques définitions, après vous allez entamer la procédure de calculer des ouvrages ou autres. Je ne sais pas votre, bien sûr, spécialité, mais il y a des sujets de recherche. Par exemple, étude ou bien détermination d'une conductivité thermique d'un matériau, un nouveau matériau que vous avez créé et vous voulez bien sûr évaluer sa conductivité thermique si je reste dans l'équipement bâtiment et autres. À ce moment-là, vous êtes obligé de passer par, je vais récapituler ce que j'ai déjà expliqué, un mémoire bibliographique, parce que vous devez faire une petite recherche bibliographique et mémoire de recherche. Parce que vous allez compléter par une partie expérimentale, c'est la détermination de la conductivité thermique. Avant de déterminer la conductivité thermique, vous devez bien sûr définir votre matériau d'abord. Vous allez faire toute une partie bibliographique à propos de ces matériaux-là et leur utilisation dans la littérature, définition de quelques paramètres. Après, vous allez entamer la partie expérimentale et vous allez
faire des essais pour déterminer la conductivité thermique. Dans le cas où vous choisissez un sujet de recherche. C'est très, très important de maîtriser la recherche documentaire. L'introduction, la recherche documentaire, alors je vais essayer d'agrandir toujours. Voilà. La recherche documentaire est une démarche qui consiste à identifier, collecter et traiter des informations sur un sujet donné, en s'appuyant sur des sources fiables. J'ai mis sources fiables en gras parce que c'est très important. Ça ne sert à rien de chercher des informations dans des documents anonymes. Un document sans auteur, sans source, ça ne sert vraiment à rien de collecter des informations dessus et d'utiliser ces informations-là parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles sont des informations fiables. Alors, source fiable est très important. Quand vous l'avez vu, consiste à identifier. Après, vous avez la collecte, traitement d'informations. Alors, collecte, ça veut dire rechercher l'information et analyser l'information et traiter l'information. Vous aurez l'occasion de voir ça en détail à travers le chapitre 2, 3 et 4. Okay? C'est un excellent moyen d'approfondir ses connaissances. Elle répond à un besoin, exposé, mémoire, étude ou encore simple curiosité. Des fois, par curiosité, je vais effectuer une recherche documentaire sur un tel ou tel phénomène. Par exemple, même si ce n'est pas obligatoirement dans votre domaine, une maladie par exemple. Alors, je suis curieuse de savoir à propos de cette maladie-là, je vais effectuer une recherche documentaire. Alors, c'est très important. Mais n'oubliez pas une chose, que tout ce qu'on trouve, si vous faites une recherche documentaire sur l'Internet, tout ce qu'on trouve sur Internet est juste. Alors, il faut se méfier à ça. Si vous vérifiez sa source, on revient toujours au mot, ou bien au terme source fiable. Alors, il faut vérifier la source pour qu'on puisse accepter tout ce qu'on trouve comme information. La préparation de la recherche doit permettre de définir ses besoins. D'abord, est-ce que les documents que vous allez trouver à travers la recherche documentaire répondent à vos besoins? Sinon, ça ne sert à rien de perdre du temps. Okay? De poser la problématique, de cerner votre sujet et les besoins documentaires et de sélectionner les concepts. Qui dit concept dit mots-clés nécessaires à l'interrogation des sources documentaires. Ça veut dire quoi? Vous avez un sujet, vous allez faire un travail de recherche sur un sujet ou bien une petite recherche documentaire sur un thème. Votre thème comporte des concepts, des mots-clés. Alors, c'est ces mots-clés-là que vous allez introduire dans des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, les sources documentaires. Les documents. Les moteurs de recherche. Okay? Il faut savoir introduire les mots-clés. Il faut savoir d'abord choisir les mots-clés qui vont vous permettre d'obtenir des documents qui répondent à votre besoin. Ici, je vous envoie vers le cours recherche bibliographique en première année. Vous avez vu la méthode Booléen, le choix de mots-clés. Et je pense que vous avez gardé un petit peu dans vos têtes à propos de et, ou et sauf. Si vous avez des mots-clés, vous pouvez combiner entre les deux avec et. Si vous voulez avoir toutes les informations sur le premier mot-clé et le deuxième, il y a le ou, il y a le sauf. Je demande des documents sur un mot-clé sauf l'autre. Alors ça, je vous laisse le soin de revoir le cours et normalement, on aura l'occasion de donner des explications, un rappel, mais des exemples détaillés, je pense que vous pouvez les retrouver dans le cours référence bibliographique. Mais quand même, j'ai essayé de donner bien sûr des exemples que j'ai pu lier avec notre spécialité génie civil. Vous allez voir dans les prochaines pages. Définir le sujet. Alors, ce que j'ai expliqué ici, dans le paragraphe,
est donné dans le schéma suivant. Définir d'abord quel est le contexte de votre travail. Okay? Quel est le contexte de votre sujet? Vous avez un travail à faire, ça veut dire que vous avez un sujet sous un thème bien déterminé. Quel est le contexte de votre sujet? D'abord, vous allez étudier plusieurs paramètres avant d'entamer votre travail de recherche. Le temps. De combien de temps disposez-vous? Est-ce que c'est un travail qui dure 1 année, 2 ans, 3 ans? Si c'est un thème de recherche, doctorat par exemple, vous aurez beaucoup plus de temps par rapport à un thème de recherche master. Master, je pense que vous avez maximum 6 mois. Doctorat, non, vous avez jusqu'à 4 ans et il y aura des prolongations peut-être après. Où se trouve l'information dont vous avez besoin? Alors, il faut savoir la source documentaire. Quel type de travail devez-vous produire? Okay? Quel type de travail devez-vous produire? Et votre sujet, pour pouvoir cerner le sujet, vous voyez ici point d'interrogation. Pour pouvoir cerner le sujet convenablement, il faut répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, où, comment et pourquoi. On va bien sûr détailler, on va expliquer la notion en détail après. Et vous avez d'autres paramètres à respecter. Avez-vous affaire à un sujet spécial ou bien général? Quelles sont vos limites linguistiques? Là, des fois, avant d'entamer un travail de recherche, ce paramètre est très, très important. Si vous voyez que votre thème de recherche, ou bien les documents qui répondent au sujet de recherche sont par exemple en anglais et vous ne maîtrisez pas très, très bien l'anglais, vous êtes obligé de lire tous les documents en anglais, la première des choses, c'est de faire une petite formation à propos de la langue. Formation langue anglaise pour que vous puissiez bien sûr lire les documents en anglais. Quelles sont vos limites linguistiques? Existe-t-il des experts sur votre sujet? C'est très important d'avoir des experts. Pourquoi? J'aurai besoin de ces experts au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. À chaque fois que je trouve un résultat que je ne peux pas interpréter, je vais m'adresser directement aux experts. Il faut qu'il y ait des experts dans votre sujet. Alors, le choix de sujet est très, très, très important. Définir ses besoins. Le type de travail demandé. Une dissertation, un compte-rendu, une étude de cas, exposé oral ou bien dans le but de, bien sûr, produire un article scientifique sous forme d'une publication. Et là, ça rentre dans le type de travail demandé. Alors, soi-disant, on va expliquer maintenant ce qu'on a vu dans le schéma. Le type de document à consulter. Est-ce que c'est d'ouvrage faisant un état de l'art complet? Qui dit état de l'art dit les travaux qui ont été réalisés déjà, c'est des travaux antérieurs à propos de votre sujet. Article de synthèse, là aussi, si c'est un article de synthèse, vous devez consulter selon la littérature tous les travaux qui ont été réalisés à propos de votre sujet. Vous allez, bien sûr, sortir à la fin avec un article de synthèse. Ici, c'est mémoire de synthèse. Est-ce que alors, Naya, le type de document à consulter, c'est dans ce sens. Est-ce que c'est des ouvrages, vous devez consulter les ouvrages qui contiennent de l'état de l'art complet, ou bien vous devez consulter des articles de synthèse. Les articles de synthèse, je reviens toujours à dire, c'est comme les mémoires de synthèse, c'est un travail de synthèse selon la littérature. Et peut-être, vous aurez besoin de consulter des monographies, des thèses de doctorat et autres. Il y a plusieurs types de documents que vous pouvez consulter, mais à condition, vous vérifiez dès le départ, est-ce que, bien sûr, selon le titre, des fois le résumé, pour dire que les documents répondent à mon sujet, il faut lire d'abord le titre.
le titre peut répondre à mon besoin d'information, je vais vérifier le résumé pour voir exactement ce qui a été fait, parce que le résumé, c'est un mini, hein, comment dirais-je, un mini manuscrit qui représente le résumé du travail, bien du contenu du manuscrit lui-même. Alors, c'est au niveau de résumé, vous voyez que c'est insuffisant, vous allez lire la conclusion pour voir ce qu'il a trouvé comme résultat. Parce que tous les résultats essentiels, on va les retrouver encore une fois la conclusion générale. Avant de lire le contenu, si vous voyez que ce que vous avez lu à travers, bien sûr, le thème, le résumé, la conclusion générale peuvent répondre à votre besoin, vous allez réserver le document à part et vous allez lui donner un temps pour le lire et tirer toutes les informations qui seront utiles pour votre sujet. Et bien sûr, le temps que vous allez donner pour votre travail de recherche, c'est le temps alloué. Choisir son sujet. C'est très important de choisir un sujet. Vous n'allez pas prendre un sujet n'importe comment. À un certain moment, peut-être, le sujet que vous avez choisi demande beaucoup plus de temps par rapport au temps limite que vous avez. Peut-être vous ne trouverez pas les documents facilement, la disponibilité. Peut-être ce n'est pas un sujet original, alors il faut vérifier tout ça avant de choisir votre sujet. On vous dit le sujet de mémoire reste à libre appréciation. Alors, vous avez le droit de choisir votre sujet à libre appréciation de l'étudiant. Cependant, il doit être en lien avec la formation et présenter un caractère innovant. Alors, vous voyez le caractère innovant dans la recherche scientifique, c'est très important. Par rapport à la littérature existante, par rapport aux travaux antérieurs, les travaux qui ont été réalisés à propos de ce sujet-là, vous devez présenter un caractère innovant. Vous devez trouver quelque chose de nouveau quand vous allez faire votre travail. C'est bien sûr le caractère qui va donner l'originalité à votre travail de recherche. En adéquation avec vos goûts, vos aspirations académiques ou professionnelles. On ne peut pas, par exemple, entamer un sujet de recherche en utilisant des bitumes. Vous voyez, le bitume, c'est désagréable pour moi. En tant qu'étudiant, je ne peux pas le supporter. Alors, c'est une question de goût. Vous voyez? Mais l'autre, il dit que non, je peux effectuer des essais sur le bitume, ça ne me dérange pas, ni l'odeur, ni parce que c'est un peu sale, la saleté, et ainsi de suite. Et aussi, hein, aspiration académique ou professionnelle. Alors, tout est lié au domaine lui-même. Là aussi, ça rentre même le bagage de connaissances que vous avez acquis déjà. Tout ça rentre dans le choix d'un sujet. Alors, les dérivés, on peut résumer comme suit. Un sujet qui vous intéresse en lien avec votre formation. Alors, lien avec la formation. Soit disons ce que je viens de lire sous forme de paragraphe et récapituler sous forme de point. Un sujet original et faisable. On ne peut pas entamer un sujet qu'on ne peut pas faire. À un certain moment, on est obligé de changer le sujet et ça sera une perte de temps. Un sujet qui vous sera utile. Ça veut dire, quand vous entamez un travail de recherche, ça veut dire que vous cherchez une réponse à un problème. C'est l'utilité de votre sujet de recherche. Ça doit répondre à une problématique quelconque avec laquelle vous devez démarrer votre sujet de recherche. Et tout ça se fait en respectant les caractères suivants, ou bien en vérifiant les caractères suivants, bien les points suivants. Ressources informationnelles, est-ce qu'elles sont disponibles ou non? Alors, les ressources documentaires, le temps, est-ce que votre sujet sera faisable dans le délai? Le plan conceptuel, qualité de connaissance, est-ce que vous pouvez tirer des mots-clés, les concepts à propos de votre thème qui vont être bien sûr liés avec votre bagage scientifique ou bien de connaissances. Et le plan matériel
et les moyens. Si vous devez réaliser ce sujet de recherche, vous allez vérifier est-ce que vous avez le matériel pour effectuer des essais nécessaires. Est-ce que vous avez les moyens pour effectuer ces essais ou bien pour réaliser ce projet de recherche? Qui dit moyens, dit bien sûr les essais, les normes, le temps, matériel et tout. Le local lui-même, est-ce qu'il y a un laboratoire? Est-ce que vous pouvez accéder facilement? Tout ça, ça rentre dans, en général, c'est ce qu'on appelle logistique. Divers facteurs influencent le choix du sujet. Connaissance préalable du sujet. Des fois, il y a des étudiants qui prennent un sujet, alors ils ne l'ont pas choisi, mais ils vont prendre un sujet d'un promoteur. Et selon le thème, ils jugent qu'ils ne possèdent pas vraiment un bagage de connaissances à propos du sujet. Ce n'est pas grave. Si vous avez le temps, vous pouvez, bien sûr, avoir ce bagage de connaissances à travers une lecture de différents documents. Ça rentre maintenant, vous allez devenir autodidacte. Vous allez vous former vous-même à propos du sujet. Mais à condition que vous aurez beaucoup plus de temps par rapport à un temps, par exemple, limité. À ce moment-là, vous devez avoir des connaissances déjà acquises préalablement. Si vous avez le temps de le faire, alors ici, ça va influencer le choix de votre sujet. Comment dirais-je, le point de connaissance. Si j'ai le temps, je peux négliger le point parce que je peux avoir ces connaissances au fur et à mesure. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, il faut respecter le point ou bien la notion de connaissance. Ok? Lire de façon générale sur le sujet pour voir sous quels angles la question a déjà été abordée. D'ailleurs, quel est le point précis de votre problématique? Deuxième point, c'est motivation et intérêt personnel. Ce point est très important pour accélérer dans votre travail de recherche. Vous aimez faire ça, ok? Ça vous donne comment dirais-je, le courage de réaliser ce travail de recherche, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, parce que vous étiez motivé déjà et vous avez des intérêts personnels. Ok? Le temps alloué, c'est bien sûr facteur temps qui est très très important. Hein. Il faut éviter les sujets complexes qui demandent beaucoup de temps et il faut faire tout un plan d'une manière organisée, un plan de travail sur une feuille de travail qui va vous permettre bien sûr à respecter votre temps de réalisation de votre projet. Pertinence du sujet, c'est l'importance de votre sujet. Correspond-il aux questions soulevées par le cours? Correspond-il aux consignes données par le professeur? D'ailleurs, c'est la pertinence du sujet lui-même. Est-il trop original? S'il est original, automatiquement, il sera très important. Contribue-t-il à une meilleure compréhension de la question? Ça, c'est la pertinence du sujet lui-même. Après, la disponibilité de la documentation, là aussi, c'est un facteur très, très important qui va vous aider dans surtout la partie bibliographique, qui va vous aider aussi dans la partie expérimentale, parce qu'en se basant sur la partie bibliographique, vous pouvez avancer dans la partie expérimentale. Je m'explique. Si vous allez faire un essai sur un matériau quelconque et vous ignorez la partie bibliographique, vous n'avez pas fait une recherche bibliographique convenablement qui va vous renseigner sur les travaux antérieurs, vous risquez de tomber dans un sujet qui a été déjà réalisé en termes de tous les paramètres. À ce moment-là, c'est un travail qui n'est pas original, c'est un sujet qui a été déjà traité, ça ne sert à rien de le traiter encore une fois. Mais par contre, si vous avez effectué une bonne partie bibliographique, vous saurez. Vous saurez si la partie, ou bien votre sujet a été fait ou non. Maintenant, si je vois que le sujet m'intéresse, je veux le faire, et je trouve qu'un auteur a travaillé sur ce sujet-là, je vais vérifier tous les paramètres. Quels sont les paramètres
que l'auteur a utilisé dans son travail de recherche, je vais différencier un paramètre ou deux. Ça va créer un autre sujet original qui sera propre à moi en tant qu'étudiant. Exemple, un comportement d'un matériau dans des conditions bien déterminées a été bien sûr étudié par un auteur X. Je trouve que l'auteur a travaillé dans une température de 30 degrés Celsius. Moi, je vois que mon matériau peut être utilisé dans des zones chaudes, je vais différencier ce paramètre-là. Je vais prendre un paramètre de température qui est égal à 50 degrés Celsius. Ça va créer un travail original. Et en même temps, vous avez un travail qui a été déjà réalisé par un auteur, un chercheur, avec lequel vous pouvez comparer à un paramètre différent. Ça veut dire, et comment vous avez su à propos de ce paramètre, c'est à travers une recherche bibliographique. Exactement, c'est le chapitre état de l'art. C'est la littérature, les travaux antérieurs. Alors, vous voyez ici, la documentation est très, très importante. Disponibilité de documentation très importante. Ça va vous aider, bien sûr, d'avoir beaucoup d'informations à propos du sujet. Est-ce que c'est un sujet ancien? C'est un sujet récent? Il a été déjà traité? Comme je viens d'expliquer, les paramètres qui ont été, bien sûr, pris en compte, et ainsi de suite. Alors, on vous dit, le sujet est-il trop récent pour avoir a été abordé dans la littérature? La documentation est-elle facilement accessible? Existe-t-il des personnes ressources dont le témoignage sera utile? C'est des personnes experts. Est-ce que leurs témoignages seront utiles pour mon travail de recherche? Des fois, on aura besoin d'eux pour interpréter, pour nous aider à faire des interprétations. En tant qu'expert, elle peut vous donner l'explication et l'interprétation de vos résultats. Maintenant, comment cerner le sujet? Je cerne le sujet. Alors, votre sujet, il est vaste. J'essaie de cerner ce sujet le maximum possible pour ne pas tomber dans un sujet qui est très vaste. Ça demande beaucoup de parties à effectuer, beaucoup d'essais. Alors, vous allez essayer de cerner votre sujet en posant 3 ou bien 4 questions, bien 5. C'est le point d'interrogation qu'on a vu dans le tableau précédent. Méthode 3Q POC. 3Q, ça veut dire on a 6 questions. Q, Q, Q et POC. Vous allez voir c'est quoi. Dans un premier temps, il est indispensable de se questionner sur les besoins informationnels en analysant le sujet et en délimitant le périmètre de recherche. Si vous avez bien cerné votre sujet, vous allez délimiter le périmètre de recherche. C'est très important, vous allez gagner du temps. Pour cela, il est conseillé d'utiliser la méthode 3Q-POC. Il s'agit d'une méthode empirique de questionnement permettant d'affiner au maximum, permettre de délimiter le périmètre de recherche, l'objet d'une recherche. Elle tente de répondre aux questions quoi, qui, quand, pourquoi, où et comment, à propos bien sûr du thème. Vous y êtes? Je continue. Qu'est-ce que vous avez après? Vous êtes là au moins? Oui, madame. صح. واش عندكم من بعد ولا نكمل؟ Je vais continuer moi de la partie. نتوما EH ما عندكم والو. Vous n'avez rien après, s'il vous plaît. Oui, madame, كملي. نكمل كي تعيا وقولوا لي خير. Alors, on va voir les questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions. Exemple 1. Cerner un sujet en utilisant un schéma. Un petit schéma qui vous permet de cerner votre sujet. Si vous prenez un sujet à propos de la pollution d'une manière générale, alors, il s'agit de pollution. Qu'est-ce que pollution? Quoi?
Y a-t-il des personnages, de responsables qui luttent contre? Y a-t-il des auteurs, soit personne responsable ou bien l'auteur qui travaille sur ce thème? C'est qui? Et qui va traiter le thème qui portera sur la pollution? Alors, vous pouvez poser plein de questions à propos de qui. L'essentiel, qui va réaliser ce travail et qui a déjà fait des recherches sur ce travail-là. À ce moment-là, vous allez délimiter le périmètre de votre recherche. Quand est-ce que la pollution à court terme ou bien à long terme? C'est un phénomène qui revient à court terme, à long terme. Vous allez chercher les documents. Est-ce que c'est un problème quotidien? Est-ce que juste accidentellement? Vous pouvez poser plein de questions à propos de quand, pas seulement ces questions-là. Ou est-ce que il s'agit de pollution dans l'air, pollution dans tel pays? Alors, vous allez délimiter le maximum possible le périmètre de recherche. Si vous laissez la question eau ouverte, vous pouvez parler sur tous les pays qui sont concernés par la pollution. La pollution elle-même peut être pollution de l'eau, pollution de l'air et autres. Alors ici, la question eau va vous aider à cerner votre sujet. Pourquoi, par exemple, quels sont les problèmes qui ont été créés par ce phénomène de pollution? Alors, pourquoi les allergies? Et pourquoi l'effet de serre? S'il s'agit d'effet de serre qui, bien sûr, détruit l'environnement. Là, vous allez répondre juste à cette question et ça va vous permettre de cerner et de délimiter le périmètre de recherche. Comment? C'est comment vous voulez éviter cette pollution. Et la question comment, pour répondre sur la question comment, vous devez faire soit des analyses, des synthèses ou bien des expérimentations. Ça sera purement empirique pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, je pense que vous avez compris à peu près comment cerner un sujet. Si je prends un autre exemple, explication de la méthode, ou bien l'application de la méthode 3QPOC par un tableau, la même chose. Vous pouvez faire un schéma sous forme on va pas dire, bon, des fois même un diagramme, c'est nécessaire, ou bien un tableau. Voilà les questions, et vous pouvez poser plein de questions qui vous permettent de délimiter le périmètre de recherche. Pour ne pas chercher dans tous les sens, je vais délimiter le périmètre de recherche et cerner le sujet. Ça vous fait, bien sûr, gain de temps et la maîtrise du sujet lui-même. Quoi, qui, quand, pourquoi, où et comment. Alors, vous analysez bien sûr les questions et les exemples. Vous allez voir que les questions peuvent être différentes d'un étudiant à l'autre. Vous n'allez pas poser la même question, c'est sûr. Chaque étudiant a sa façon de travail et sa vision à propos de ce sujet-là. Quel est le sujet de ma recherche? De quoi s'agit-il? On vous donne l'exemple de gastronomie moléculaire. Qui est le créateur, l'inventeur, qui sont les personnes, marques, entreprises impliquées, quels sont les auteurs qui ont travaillé sur le sujet. D'ailleurs, vous allez trouver pas mal d'auteurs et des personnes et l'inventeur de ce sujet-là. Quand ça peut être beaucoup plus le temps, la période et ça va vous permettre de chercher juste dans cette période-là. Et pourquoi? Quelles sont les raisons d'existence de ce sujet? Pourquoi vous avez créé ce type de sujet, ou bien de problème, bien de phénomène? Et quelle est la délimitation géographique? Ou soit géographique de la recherche, soit le milieu, par exemple, si c'est un virus ou bien bactérie, vous allez voir est-ce que c'est dans l'air ou bien
dans l'eau. Mais c'est où? Ça va répondre à la question. Et comment a-t-elle été découverte? Et quel est le fonctionnement? Et vous pouvez introduire d'autres questions. Comment je vais traiter ce sujet, bien ce problème, en faisant ceci et cela. Par exemple, en faisant cet essai, vous allez chercher seulement à propos de l'essai que vous allez faire. Alors, vous voyez, les questions peuvent être différentes d'une personne à l'autre. L'essentiel, c'est de répondre 3Q, POC. Élaboration d'une problématique. Comment élaborer une problématique? C'est très important de faire sortir une problématique à propos ou bien en choisissant un sujet bien déterminé. Si vous connaissez bien votre problématique, vous saurez ce que vous allez faire pour répondre à votre question de départ. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est la question que vous allez poser au départ et vous devez répondre. C'est le problème qui existe et vous devez résoudre. Si vous connaissez le problème, automatiquement, vous pouvez le résoudre à la fin. La connaissance du problème revient à la connaissance des causes surtout. Alors, on vous dit, si on veut résoudre, il faut tirer les causes. Si on veut résoudre un problème, il faut savoir ses causes de départ. OK? Alors, je ne vais pas tarder plus que ça, puisqu'on aura le temps, Inch'Allah, de faire tous les chapitres. On s'arrête au niveau d'élaboration d'une problématique. OK, je vais prendre note. Maintenant, si vous avez des questions sur place, vous pouvez les poser. Sinon, vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil sur le PDF et préparer vos questions au fur et à mesure. Je répète encore une fois, je ne serai jamais disponible après avoir terminé le programme. On aura bien sûr des préparations pour les examens, on aura d'autres sections. Alors, on n'est pas disponible. Et on aura il y a des enseignants qui sont occupés par la recherche. Alors, la meilleure méthode de poser vos questions, si vous voulez des séances de rattrapage, il faut les déclencher. C'est à vous de demander une séance de rattrapage pour faire une révision, par exemple. Si vous êtes à jour, au fur et à mesure vous révisez vos PDF, vous pouvez tirer des questions. Avant d'entamer la séance, on peut répondre à vos questions. Ou bien, à la fin de la séance, on peut répondre à vos questions. Je vous donnerai toujours 5-10 minutes. Si ça nécessite plus, on peut, bien sûr, réserver un temps pour vos questions. Mais la meilleure méthode, je répète encore une fois, c'est de faire une révision du cours lui-même. Alors, vous allez jeter un coup d'œil et lire votre PDF. Vous allez pouvoir tirer des questions et on aura l'occasion de discuter après à propos de ces questions-là. Alors, c'est la meilleure méthode. C'est ainsi que s'achève notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez bien sûr partir. Et la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah, madame. Salam. C'est à moi de vous remercier.